L'Arménie, une île de montagne au cœur du Caucase. Premier royaume chrétien vers l'an 301, elle a gravé sa langue et son âme dans la pierre pour défier le temps. La géographie l'a placée au cœur d'un magnifique carrefour, au milieu des empires. L'histoire l'a abandonnée au cœur de l'enfer, que les politiques appellent le grand jeu. L'Arménie a le tort d'être entourée d'ennemis mortels et voisine avec des vrais faux amis. On est dans une région qui, historiquement, connaît l'influence et parfois la domination de trois grandes puissances régionales qui sont aussi historiquement trois empires. La Russie, la Turquie et l'Iran. La guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui se disputent les montagnes du Karabakh peuplées d'Arméniens est le plus vieux conflit de l'espace post-soviétique. 35 années de combat, des dizaines de milliers de victimes. Aliyev, il avait dit qu'il chasserait les Arméniens comme des chiens. Ouais, bon. Est-ce qu'on peut accepter d'un dirigeant d'État de pareils propos? Non, vraiment pas. C'est dans Stepanakert, la capitale arménienne du Karabakh vaincu, qu'Ilham Aliyev peut savourer sa victoire. Il a tenu sa promesse. Il les a chassés comme des chiens. Il n'y a plus d'Arméniens dans les montagnes du Karabakh. Russie, Turquie, Iran, États-Unis et Europe, tous observent la parade. Le Caucase, un carrefour de route stratégique, un carrefour où soufflent tous les vents fous. Bengzerdem yelan Dertlerden ipes Duk oğmeri bes Kınasıklayla Başmen kaver jenk dertlerden ipes Duk oğmeri bes Kakorçek bayrak C'est un vent de liberté porté par la perestroïka de Gorbatchev qui souffle en 1988 sur Yerevan, la capitale de l'Arménie. Ils sont 1 million de personnes, la moitié du pays, à défier le Kremlin. La plus importante manifestation de l'histoire de l'URSS. Tous réclament leur attachement à l'Arménie du Karabakh, une terre de tous les temps, peuplée d'Arméniens. À la fin de l'URSS, au moment où l'URSS est tout à fait essoufflée, le régime cède un peu du lest et lance un mouvement dit de perestroïka. Et les Arméniens ont pris le pouvoir au mot et demandé de réparer ce qui leur apparaissait comme une injustice. En 1923, Joseph Staline, commissaire au peuple de Lénine, offre les montagnes arméniennes du Karabakh à la République socialiste d'Azerbaïdjan. Un découpage des frontières absurde et brutal qui fait d'une région majoritairement peuplée d'Arméniens une enclave en terre azérie. Une façon pour Joseph Staline de s'assurer du soutien de la Turquie et de ses frères azéris, musulmans turcophones du Caucase. Et puis, par ailleurs, il y a aussi les intérêts directs de la Révolution. Lénine disait que la Révolution ne pouvait pas survivre sans le blé de l'Ukraine et le pétrole de Bakou. Et donc, le pétrole de Bakou est aussi un enjeu. Le pétrole de Bakou sous le contrôle du Kremlin, Staline, en bon petit père des peuples, peut appliquer son programme. Diviser pour régner.
Joseph Staline, dès 1924, s'est ingénié à mélanger les populations. Partout où il y avait une population qui était, disons, majoritairement A, il mettait une minorité B. Et il l'a fait, donc, entre Arménie et Azerbaïdjan, et notamment au Haut-Karabakh. Et c'est comme ça qu'on a eu cette affaire, cette histoire des enclaves, qui sont en fait, de la part du pouvoir stalinien, soviétique de l'époque, une manière de rendre des situations inextricables pour que les Russes reviennent toujours sur place comme des arbitres incontournables. Au cœur du Caucase, le Karabakh, une île-montagne peuplée depuis des millénaires d'Arméniens. Irréductibles, ils ont résisté à tous les vents fous de l'histoire. Ils sont aujourd'hui près de 150 000 accrochés à leurs montagnes. Regroupés en petits villages, les familles vivent en autarcie, de l'élevage ou d'une agriculture de subsistance. Beaucoup de solidarité, mais peu d'échanges avec l'extérieur. Les gestes sont simples, ancestraux, et le lavache, le pain est tiré de la pierre. Totem, symbole sacré, la statue du grand-père et de la grand-mère, le socle et les jambes enracinées dans la terre du pays, veillent et disent « Nous sommes nos montagnes ». Nous sommes nos montagnes. Je pense que oui, nous sommes nos montagnes, et nos montagnes, c'est nous. Je veux dire, nous sommes tellement liés et interconnectés. Elles nous protègent, et nous devons protéger nos montagnes parce que, croyez-le, nous appartenons à ces montagnes. En Azerbaïdjan, on s'inquiète des volontés d'indépendance arménienne au Karabakh. Dans la banlieue de Bakou, où vit une forte communauté arménienne, la tension monte. Le 27 février 1988, des bandes armées se jettent sur le quartier arménien. La chasse à l'arménien est lancée, sous l'œil complice des forces de l'ordre soviétique. Le pogrom, d'une violence inouïe, va durer 3 jours. Quand les ordres de Moscou arrivent enfin, l'intervention tardive des militaires se limite à protéger la fuite des survivants. Il est trop tard. Un incendie de violence embrase l'Azerbaïdjan et les campagnes du Karabakh. En quelques jours, des dizaines de milliers de réfugiés fuient vers l'Arménie. Pour tous, un voyage sans retour. Le souvenir du génocide de 1915, perpétré par la Turquie, ressurgit dans son horreur. Pour les Arméniens, l'histoire se répète. Les Turcs et les Azéris sont 2 peuples frères et capables des mêmes horreurs. Le conflit était fortement ethnique. La population arménienne se voyait refuser ses droits simplement parce qu'elle était arménienne sous la domination azerbaïdjanaise et soviétique. Au-delà de la nature ethnique, il y avait aussi le religieux. Les Arméniens chrétiens du Haut-Karabakh se retrouvaient vulnérables sous la domination islamique et musulmane de l'Azerbaïdjan. Le 7 décembre 1988, un tremblement de terre d'une amplitude de 10,5 degrés sur une échelle n'en comptant que 12 dévaste le nord du pays. Peut-être 50 000 victimes. Leninakan et Spitak, les 2e et 3e villes du pays, sont rayées de la carte. Gorbatchev, venu sur les lieux du drame, promet toute l'aide possible de la part de l'URSS, mais fait aussi arrêter les leaders indépendantistes arméniens. Moscou veut réaffirmer son autorité. Alors, au Karabakh, on doit se débrouiller seul. Dans les villages, les bergers, les paysans se font soldats. Tous se préparent à la résistance.
À cette époque, encore sous l'Union soviétique, lorsque le mouvement de résistance nationale commence, des groupes de partisans se forment dans chaque village. Des leaders, des gens charismatiques émergent dans les villages et les villes. Très vite, ils rassemblent autour d'eux une centaine de personnes. Ils les entraînent, leur apprennent à tirer, et très vite, ce groupe devient leur groupe de partisans, leur détachement, prêt à défendre leur village. Les jeunes Karabartsi qui servent dans l'armée rouge désertent pour rejoindre les paysans devenus soldats. Un embryon d'armée se forme. Les uniformes et l'argent arrivent clandestinement de l'étranger, financés par la diaspora arménienne. Les armes sont prises à l'ennemi ou achetées aux Russes. De juteux trafics s'organisent. Les armes sont à qui peut les acheter ou les voler. On l'a pris aux Azéris. On répare le moteur et il repartira au combat. Pour leur montagne, leur village, leur famille, tous sans hésiter prennent les armes. On ne peut plus reculer, il n'y a nulle part où aller. On est dans une guerre existentielle. Un moral d'acier du côté arménien parce qu'on est sur la défensive. Et quand on est dans une guerre de survie, on considère que la guerre est juste et on considère qu'on n'a pas d'autre choix. Malgré la foi de ceux qui se battent pour leur terre, le combat est inégal. Même s'ils connaissent chaque recoin de leur montagne, les bergers soldats cèdent du terrain aux troupes azéries plus nombreuses, mieux équipées et qui bénéficient de l'aide des soviétiques en hommes et en matériel. La bataille semble perdue. Le Karabakh est coupé du monde. Seuls quelques hélicoptères peuvent encore rapatrier en Arménie les blessés et les morts que l'on ne veut laisser à l'ennemi. La glasnost et la perestroïka n'auront pas suffi. Gorbatchev a perdu son pari. Le mur de Berlin tombe et l'Empire soviétique s'effrite. Une à une, les républiques socialistes soviétiques s'affranchissent de Moscou. Les montagnes du Karabakh sont en feu, l'URSS agonise quand l'Arménie et le Karabakh proclament leur indépendance le 21 septembre 1991. Il y avait foule sur la place Lénine, la place centrale d'Yerevan, pour assister à la mise à mort. 70 années de pouvoir soviétique qui s'écroulent, la mort d'un dieu terrible, décapité. L'Arménie a été l'une des premières républiques à déboulonner la statue de Lénine qui trônait en plein milieu de la grande place de Yerevan. Les premières élections libres se déroulent dans un climat complexe, à la fois de grands espoirs de démocratie avec la fin du parti unique, mais elles se déroulent aussi dans l'après-séisme, avec toutes les tragédies de ce séisme, la destruction du tiers du pays, énormément de morts, de blessés, et puis la guerre qui se poursuit au Karabakh. L'ancien leader du mouvement indépendantiste, Levon Ter-Petrosyan, est élu président de la République d'Arménie. Ses premières mesures, la libéralisation des terres pour les paysans et la création d'une armée nationale. Objectif, le Karabakh, une cause que les Arméniens ne peuvent plus lâcher. Fin stratège, Petrosyan demande protection aux grands frères russes. Quand on est seul, vers qui d'autre se tourner? L'URSS disparue, la nouvelle République de Russie de Boris Yeltsin va jouer la carte arménienne, en échange du maintien de ses troupes dans la région. Le salut des Arméniens pendant très longtemps, en tout cas
pendant la période consécutive à l'indépendance a été de s'aligner sur la Russie comme protecteur, la Russie comme bouclier anti-turc, la Russie comme pourvoyeur d'énergie et aussi d'armement. La légende dit que l'Arche de Noé trouva refuge au sommet de l'Ararat, la montagne sacrée des Arméniens. À ses pieds, la frontière avec la Turquie, pays membre de l'OTAN, est désormais gardée par les forces de Moscou. La Russie a retrouvé les frontières de l'ancien empire soviétique. Au Karabakh, qui a proclamé son indépendance, l'armée azérie, supérieure en hommes, appuyée d'une centaine de blindés, avance. L'étau se resserre, les pertes arméniennes sont énormes. Des milliers de réfugiés prennent la route de Stepanakert, la capitale encore libre du Karabakh. Les troupes et les chars azéris sont aux portes de la ville, tiennent les hauteurs et infligent un siège mortel à Stepanakert. Une pluie d'acier, d'obus et de bombes s'abat sur la capitale assiégée. Alors femmes, enfants et vieillards, près de 60 000 personnes s'enterrent sous la ville. On vit dans les caves, on y soigne les blessés, les femmes y accouchent. Stepanakert, coupé du monde, résiste. Le conflit du Karabakh ou la revendication arménienne est une question existentielle, de vie ou de mort, alors que pour l'Azerbaïdjan, la revendication est une question de prestige et de pouvoir. Et donc c'est cette idée qu'ils sont aussi dos au mur et qu'ils n'ont pas d'autre choix que de résister qui sans doute constitue la résilience des Arméniens. De l'autre côté des montagnes, l'Arménie est aussi isolée. La Turquie et l'Azerbaïdjan ont fermé les frontières et imposent un terrible blocus. L'économie et l'industrie arménienne, jadis connectées et dépendantes de l'Empire soviétique, sont à l'abandon. Pas de travail, on a faim, on a froid. De Géorgie voisine et surtout d'Iran, quelques convois emmènent de quoi survivre. Mais les prix sont ceux du marché noir. Reste, cette foi inébranlable. Sous contrôle du temps des soviets, les églises ont rouvert leurs portes. Alors, même si Dieu n'écoute plus, va pour les prières. Le président Petrosian l'avait promis, et l'Arménie s'est enfin constituée une armée. Entraînés et équipés sur les stocks de l'ex-armée rouge, les jeunes conscrits prennent la direction du Karabakh. Au moment où tout semble perdu, l'armée du Karabakh et celle venue d'Arménie font leur jonction et parviennent à rompre l'isolement. Au printemps 1992, le Karabakh est enfin relié à l'Arménie par l'ouverture du corridor de Latchine. En quelques semaines, des centaines d'hommes et du matériel empruntent le corridor pour rejoindre le Karabakh. Une route, véritable ligne de vie, fait enfin la jonction entre Yerevan, la capitale de l'Arménie, et Stepanakert. C'est le tournant de la guerre. Cette guerre qui devait servir de leçon aux Arméniens, aux infidèles comme on les appelle ici, commence à tourner à la déroute. Avec les premières défaites, à Bakou, on pleure aussi ses morts. La rue gronde et un coup d'État emmène au pouvoir Haïdar Aliyev, un ancien membre du Politburo et apparatchik de l'Union soviétique. Et sitôt élu, il promet la victoire. Très vite, le pétrole lui permet d'acheter armes et mercenaires et d'engranger quelques victoires sur le front. Mais Aliyev va provoquer la colère de Moscou quand il promet son pétrole aux compagnies occidentales et à l'Amérique. Que la Russie ait été
déçu de voir que sa mainmise, non seulement sur la région, mais sur les ressources économiques de toute cette région, se faisait plus lâche, c'est certain. Ce qui explique aussi pourquoi la guerre du Haut-Karabakh a été en partie gagnée grâce au concours de la Russie. Alors les Arméniens, discrètement soutenus par la logistique russe, contre-attaquent. Ils sont moins nombreux, moins équipés, mais ils connaissent leurs montagnes et ils se battent avec la rage de ceux qui ne peuvent reculer. Les pertes azéries sont terribles. Dans cette guerre où l'on fait peu de prisonniers, la débandade des forces de Bakou est totale. Les jeunes conscrits azéris, envoyés en masse, ne veulent plus partir pour mourir sur des montagnes inconnues. L'intégralité du Karabakh est libérée et les forces arméniennes continuent leur avancée. 7 districts, soit 14% de l'Azerbaïdjan, passent aux mains arméniennes. En mai 1994, après 5 années de combat, un cessez-le-feu signé sous l'égide de Moscou met fin à une guerre qui a fait 30 000 morts et plus de 1 million de réfugiés. Longtemps, le monastère de Dadivank a servi de bergerie aux troupeaux azéris. Aujourd'hui, les Arméniens viennent y célébrer leur victoire d'une messe improvisée. Une victoire amère, car personne ne reconnaît l'indépendance du Karabakh. Les Arméniens restent les jouets du Kremlin pour un jeu dont ils ne connaissent pas les règles. Ni paix, ni guerre. Seul un cessez-le-feu a été signé. Ils ne le savent pas encore, mais il durera 30 ans. Moscou préfère garder le conflit gelé, une paix à la russe. Ce qui compte pour la Russie, finalement, ce n'est pas de régler le problème. Ce n'est pas de pas trouver une solution de paix juste, non. Ce qui compte, c'est de geler un conflit ou de diminuer son intensité pour pouvoir avoir un prétexte pour se maintenir dans son précaré. Sur les bords de la Caspienne, c'est une autre partie qui se prépare. Et tous les coups sont permis. Afin de favoriser leur pénétration dans la zone, le département d'État américain gonfle à dessein les chiffres des réserves supposées d'hydrocarbures de la région. La Caspienne est qualifiée de nouveau Golfe, de nouveau Koweït, pour le plus grand plaisir de Heydar Aliyev, le président azerbaïdjanais. Après avoir longtemps fait la fortune et la puissance de Moscou, le pétrole de Bakou pourrait faire le bonheur de l'Occident. Heydar Aliyev et 8 grandes compagnies pétrolières internationales signent pour 30 ans un contrat d'exploitation du pétrole de la mer Caspienne. On parle alors du contrat du siècle. Ce contrat vise pour les Américains à pénétrer la zone caspienne avec ses États riverains, le Kazakhstan, le Turkménistan, mais aussi l'Iran, et au-delà, l'Asie centrale. Et donc, ce n'est pas que Bakou qui est en jeu, c'est aussi plus loin, dans la continuité de la guerre froide sous une autre forme, la pénétration dans un domaine réservé de l'ex-URSS. Si en Azerbaïdjan, les trains transportent l'or noir, à la gare centrale d'Yerevan, ancien carrefour ferroviaire du temps de l'URSS, les trains sont à l'arrêt. Turquie et Azerbaïdjan maintiennent leur blocus et leurs frontières fermées. Pour les rouvrir, il faudrait négocier avec l'ennemi héréditaire, le Turc. Le prix à payer, abandon de la reconnaissance du génocide arménien et retour du Karabakh à l'Azerbaïdjan. Pour sauver son pays, le président Petrosyan se dit prêt à entamer des négociations. Nous allons rétablir des relations normales, économiques et commerciales avec la Turquie. Vous le savez, il y a des contradictions traditionnelles entre la Turquie et l'Arménie, mais je pense que les Turcs et les Arméniens comprennent les intérêts communs d'établir des relations économiques. Oui. Petrosyan affirme que l'Arménie doit faire des concessions tant qu'elle est en position de force. Sa proposition,
rétrocéder une partie des territoires conquis, une partie des 7 districts, en échange d'un véritable accord de paix et d'une reconnaissance internationale pour le Karabakh. Lorsque se pose la question de la paix au Karabakh en 1997, avec l'idée alors de rétrocéder les territoires contre le Karabakh, une large autonomie pour les Arméniens de la province, bien, la société n'est pas prête. Parce que Moscou ne voulait pas régler le problème, et aussi parce que l'Azerbaïdjan ne voulait pas signer la paix, voulait sa revanche. Une approche qui déplaît aux stratèges du Kremlin. Mieux vaut la théorie du chaos pour rester les maîtres de l'échiquier. Accusé de traîtrise et d'être prêt à trop de concessions pour une paix avec l'Azerbaïdjan, le 3 février 1998, Levon Ter-Petrosyan est contraint à la démission. L'Arménie a laissé passer sa chance de gagner la paix. Le 9 avril 1998, quand Robert Kotcharyan, originaire du Karabakh, accède au pouvoir, il n'est plus question de quelconque rétrocession. Après la démission forcée de Ter-Petrosyan, c'est le parti de la guerre qui est arrivé au pouvoir. Dur, militant, nationaliste, s'alignant avec les partis nationalistes et prônant une ligne dure. Une ligne qui plaît à Moscou. Entre Vladimir Poutine, le nouveau Premier ministre russe, et Robert Kotcharyan, le président arménien, l'entente est immédiate, totale. L'un se prépare à devenir tsar de toutes les Russies, l'autre fidèle vassal. Un théâtre d'ombre, au rôle parfaitement distribué. Kotcharyan a choisi la protection du Kremlin, et peu importe le prix à payer. Le secteur énergétique, les entreprises, les bijoux de la famille sont offerts aux protecteurs russes. Prédation et corruption vont faire la fortune de quelques oligarques arméniens et de familles proches du pouvoir. L'Arménie était un État mafieux. Alors ça peut ne pas faire plaisir, mais c'est une réalité. L'Arménie s'est totalement vendue à la Russie. La diplomatie et la défense, on a tout donné à la Russie. Et pendant ce temps-là, l'autre côté, Aliyev père et fils ont construit un outil militaire grâce à la rente pétrolière et gazière. Le contrat signé avec Bakou pour les compagnies pétrolières reste à sortir le pétrole. Un chantier pharaonique aux difficultés techniques, mais surtout géopolitiques. 3 itinéraires sont possibles. Le premier passe par l'Iran, refus catégorique des Américains. Le second passe par la Russie, inacceptable. Les Russes doivent rester hors du jeu. Dernière solution, traverser l'Arménie, mais Bakou exige la restitution du Karabakh. La seule voie possible monte tout au nord par la Géorgie et contourne ainsi l'Arménie. Bakou, Tbilissi, Ceyhan, le BTC est né. Pour les compagnies pétrolières et les États-Unis, c'est une victoire totale. Le pétrole de la Caspienne peut rejoindre les ports de Turquie en évitant totalement la Russie. 2002, c'est la mise en circulation du gazoduc reliant Bakou à Ceyhan, le port de Turc de Ceyhan, via Tbilissi. Et donc la mise en circulation de ce gazoduc permettra à Azerbaïdjan d'engranger des ressources absolument colossales, mais de raffirmer un axe qui va donc de l'Azerbaïdjan à l'OTAN, puisque la Turquie est un pilier de l'OTAN. Du coup, l'Arménie se retrouve complètement isolée, cette géopolitique des tubes. 1760 km de tubes qui dessinent une autre frontière autour de l'Arménie. À l'inauguration du BTC, le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan déclare « C'est non pas seulement un miracle d'ingénierie, mais aussi un projet stratégique, la route de la soie du XXIe siècle. » Le pétrole de la Caspienne peut maintenant faire la fortune de l'Azerbaïdjan et de la famille Aliyev. On avait contact avec le ministère azerbaïdjanais de la Défense, son ministre et tout, qui ne cachait pas qu'il achetait des armes à qui voulait lui en vendre.
qu'il avait fait venir des officiers turcs pour entraîner ces officiers, et il se prépare à l'action côté ministère arménien de la Défense et côté politique arménien aussi. On nous disait, écoutez, en 1994, on était théoriquement plus faible, nous avons gagné, nous pourrons répéter cette victoire. Voilà l'hubris côté arménien. C'est une nouvelle aube qui se lève sur l'Arménie. Un matin qui se nomme Révolution de velours. Au printemps 2018, un député, journaliste et ancien prisonnier politique, Nicole Pachinian, entreprend une longue marche à travers le pays pour renverser le régime corrompu. Des centaines de milliers de personnes se joignent bientôt à lui. Un vent de liberté souffle sur l'Arménie quand Pachinian élu s'attaque à la corruption et aux oligarques qui se sont enrichis en pillant le pays. Des allures démocratiques qui déplaisent à Moscou. Ce que représente Pachinian, c'est un leader démocratique et légitime. Chacune de ces caractéristiques est un défi pour Moscou. Le modèle préféré de la Russie est celui d'États faibles et des dirigeants qui dépendent de la Russie pour leur survie même. L'Arménie représente l'opposé de ce modèle. Je répète que, naturellement, comme on le dit, le tango nécessite deux danseurs. Et bien sûr, les relations avec l'Arménie sont déterminées non seulement par la politique de la Fédération de Russie, mais aussi par la politique de la partie arménienne, qui peut avoir ses propres considérations, ses propres intérêts. Nous voyons ici une très forte ingérence d'un facteur externe dans la situation dans le Caucase du Sud et dans la situation actuelle de nos relations. Cela nous préoccupe certainement, mais je répète, nos approches de base ne changent pas. La menace est claire. Pour Moscou, Pachinian est une marionnette tenue par l'Occident. Pire, par les Américains. Ils sont plus de 2000 à l'abri des murs de leur gigantesque ambassade à œuvrer contre la Russie. Les fonctionnaires américains ne se contentent pas de fabriquer des passeports et de donner des visas. Cette ambassade est aussi un lieu d'observation absolument stratégique pour les Américains, puisqu'ils ont à la fois une frontière avec la Turquie et l'Iran, mais ils ont aussi une présence militaire russe sur place qu'il faut observer. Donc il va de soi que le rôle des Américains dans la région du Caucase du Sud, et plus précisément en Arménie, consiste à contenir l'influence de la Russie. États-Unis et Russie, les deux acteurs de la défunte guerre froide, qui continuent de s'affronter sur le ring arménien. Mais c'est un nouveau poids lourd qui se prépare à gagner par chaos sur la scène du Caucase. Pour Ilham Aliyev, qui, comme dans toute satrapie, a succédé à son père, l'occasion est belle pour fêter les 100 ans de l'Azerbaïdjan, d'exhiber sa force. Près de 4 milliards de pétrodollars sont affectés chaque année à l'achat d'armes. Une somme qui correspond au budget global arménien. L'or noir permet d'acheter sans limite les meilleures armes du marché. Les drones de combat sont les nouveaux rois des batailles, alors le frère turc en livre sans compter. Et Aliyev s'est trouvé un nouveau partenaire, Israël. Un partenariat gagnant-gagnant entre la République chiite et l'État hébreu. Depuis 2016, l'Azerbaïdjan reçoit 70% de ses importations d'armes d'Israël, qui achète à bas coût 40% de son pétrole. Le Coran et la Torah cohabitent par intérêt. La raison impérieuse pour laquelle Israël développe ses relations avec l'Azerbaïdjan, bien qu'il s'agisse d'un pays à majorité chiite et malgré les violations des droits de l'homme, est la longue frontière avec l'Iran. Israël se sent menacé existentiellement par l'Iran et doit tout mettre en œuvre pour sa défense. Israël fournit drones et armes de pointe à bas coût, qui permet en retour aux Israéliens d'utiliser le sol azerbaïdjanais pour y disposer ses postes d'écoute vers l'Iran. L'Azerbaïdjan, un parfait balcon d'observation pour les agents du Mossad.
Depuis 2016, plus de 100 vols cargo Ilyushin ont décollé de l'aéroport militaire d'Ovda pour livrer leurs armes à Bakou. Il est observé que les vols sont plus nombreux les semaines précédant les combats au Karabakh. Alors que le voisin azéri se prépare à une guerre moderne, la petite république du Karabakh que personne ne reconnaît ressemble à une Sparte des montagnes de 140 000 habitants. L'histoire locale aime dire 140 000 soldats et que le plus valeureux d'entre eux est l'enfant qui vient de naître. Sur les 300 km de la ligne de front, les troupes se sont enterrées et se pensent invincibles, protégées par leurs montagnes. On sait que le compte à rebours est lancé, que la prochaine guerre montre petit à petit le bout de son nez, que les tam-tams de la guerre s'entendent déjà du fin fond des montagnes du Karabakh, et que winter is coming. Missiles, roquettes, obus, drones, le feu du ciel s'abat sur le Karabakh. L'opération Point d'Acier, lancée par Bakou, débute le 27 septembre 2020. Une guerre que les Arméniens vont livrer seuls. Moscou détourne le regard quand le monde ferme les yeux. Vous avez d'un côté un monde confiné avec la pandémie, donc c'est une guerre à huis clos quelque part, et puis vous avez la fin du mandat de Trump, qui lui avait décidé, dans une forme d'isolationnisme américain, de déléguer à des partenaires la gestion des guerres secondaires ou des conflits des théâtres secondaires, notamment la question du Karabakh. Stepanakert va résister 45 jours sous les bombardements. Un combat inégal face aux troupes azéries menées par des officiers turcs, accompagnés de 2000 mercenaires syriens. Le coup de grâce va venir du ciel. Poutine va siffler la fin de la partie avant le massacre final. Machiavélique, stratège, il ne veut pas laisser à Aliyev et à ses amis turcs une victoire totale. Le cessez-le-feu est conclu le 9 novembre par l'Arménie et l'Azerbaïdjan, sous l'œil de Moscou. Au cimetière militaire de Stepanakert, sur la colline des héros, les tombes sont creusées dans la terre gelée. 3 ou 4 000 morts, une jeunesse décimée, un peuple brisé. Ce lundi de janvier, la météo est au gel sur Moscou, quand Vladimir Poutine et Ilham Aliyev attendent Nicole Pachinian. C'est Poutine qui dicte les règles et qui, au terme de l'accord, impose le déploiement d'une force d'interposition russe. 2000 soldats de la paix, censés protéger les Arméniens de ce qui reste de la République du Karabakh. Un coup de maître pour le tsar du Kremlin, qui affirme ainsi sa position de gendarme du Caucase. Poutine, ce qui lui importait avant tout, c'était que l'ensemble du Caucase soit sous son œil et son contrôle. On pourrait penser à des touristes. 30 années après la chute de l'URSS, Poutine positionne ses troupes au Karabakh. Des soldats de la paix à la mode russe, qui s'installent au noble prétexte d'une population civile à défendre. Poutine peut partager la Pax Russica. Il est bien l'hégémon de ces montagnes. Ce qui s'est passé en 2022, donc avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est la signature d'un partenariat
géostratégique russo-azerbaïdjanais, la visite de Aliyev à Moscou quelques jours avant le déclenchement de cette opération militaire en Ukraine, dans lequel l'Azerbaïdjan prête, en tout cas cède son territoire comme voie de transit des exportations d'hydrocarbures russes pour contourner les sanctions internationales. La diplomatie du gaz, du pétrole et du caviar. Le Brelandas de Bakou, un triptyque infaillible. La signature d'un accord gazier entre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Ilham Aliyev, le président azéri, plante les derniers clous sur le cercueil arménien. Un deal avec le diable. Les chiffres ne mentent pas, au contraire, ils dénoncent. Les capacités de production de l'Azerbaïdjan sont inférieures au volume promis par le contrat. C'est bien du gaz russe, nettoyé, blanchi, qui vient remplir les pipelines azéris. Et Bruxelles ferme les yeux. You are indeed a crucial energy partner for us and you have always been reliable. Not only for our Quand, malheureusement, la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, va en Azerbaïdjan et qualifie Bakou de partenaire fiable, parce qu'elle est fière de diversifier les sources d'hydrocarbures pour l'Europe, elle tombe dans le panneau. Elle va directement auprès d'un dirigeant qui a choisi de faire l'alliance avec la Russie. C'est quelque chose que j'ai dit à Ursula von der Leyen, en tête-à-tête, en lui disant à quel point elle s'était trompée, si elle semblait se mettre à genoux pour quelques centimètres cubes de gaz. L'étau se resserre au Karabakh où les positions arméniennes font face à celles azéries, sous l'œil des forces d'interposition russes. Une Russie affaiblie qui a du mal à gérer deux fronts, sa guerre en Ukraine et ses responsabilités au Caucase. La faiblesse russe, le moment propice pour Aliyev de finir le travail et de tenir sa promesse, chasser les Arméniens comme des chiens. C'est une paix à la Carthage. C'est une paix d'humiliation. J'en ai bavé pendant 30 ans. Je veux dorénavant obtenir vengeance et je ne veux plus entendre parler de la question du Karabakh et je veux que l'Arménie paye pour ça. Et donc, je veux une paix de punition. Donc, je veux toujours plus. Ki demir yumruk yerindedir ve her zaman yerinde olacak. Hiç kim bizimle diktat ve ultimatum diliyle danışabilmez. Bunu hiç kim unutmasın. Onu da unutmasın ki Karabağ Azerbaycan'dır. Le point de fer s'est abattu sur le Karabakh qui va céder en moins de 48 heures. Les Russes ne sont pas intervenus. Moscou et Bakou se sont entendus. 30 ans plus tard, Ilham Aliyev a vengé son père. Le drapeau azéri flotte devant l'ancien parlement de Stepanakert. Qu'ont fait ces soldats russes? Ils sont restés l'arme au pied pendant l'offensive azerbaïdjanaise et ils ne sont sortis de leur caserne que pour désarmer les combattants karabartsi après le cessez-le-feu conclu avec le gouvernement d'Azerbaïdjan. Les vents fous ont soufflé, la tempête a tout emporté. Le Karabakh est définitivement vaincu. Les États-Unis et l'Union européenne ont fermé les yeux. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que un Karabakh qui serait totalement aux mains de l'Azerbaïdjan, c'est un levier de moins dans la main de la Russie. Bien sûr, ils n'avaient pas imaginé que 100 000 Arméniens quittent le Karabakh pour aller se réfugier en Arménie. En 48 heures, tous les Arméniens du Karabakh prennent la route de l'Arménie. Un exode avec la peur de revivre un génocide. En 1923, Joseph Staline avait offert ces montagnes peuplées d'Arméniens à l'Azerbaïdjan. 100 ans plus tard, il n'y a plus un Arménien au Karabakh. Un véritable nettoyage ethnique.
Un voyage sans retour pour ceux qui ont fermé la porte une dernière fois. Quel bruit peut faire une porte qui se ferme pour toujours? Quand j'ai fermé la porte pour la dernière fois, je ne le souhaite vraiment pas à mon ennemi. C'était comme fermer la porte de sa vie. Tu fermes ta dignité, tu la laisses là, et tu pars. Je ne souhaite ces moments-là à personne, même pas à mon ennemi. Ton lieu de naissance, ta dignité, ta patrie avec tout, ton enfance, ta vie, tu laisses tout et tu pars. Je ne le souhaiterais à personne, même pas à mon ennemi. Le pas de danse macabre des deux vainqueurs, des deux partenaires. Entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, il ne s'agit pas d'une alliance, mais d'une fraternité. Erdogan aime le rappeler. Une seule nation, deux États. Et leur projet va encore plus loin. Poutine bloqué en Ukraine, ils peuvent parfaire leur victoire. Certains peuvent se dire, finalement, le président Aliyev a eu ce qu'il voulait. Il a le Haut-Karabakh, son appétit a été satisfait. Ce serait commettre une erreur de plus, ne pas écouter ce qu'il dit, pour comprendre que le projet d'Aliyev va très au-delà de la récupération du Haut-Karabakh. À Yerevan, on s'inquiète des exigences d'Aliyev. Le Karabakh conquis, l'Arménie est devenue sa proie à dépecer. Il faut nourrir l'ogre. Et son appétit se porte sur le sud, une région qu'il appelle le Zangezur, ou mieux, l'Azerbaïdjan occidental. Depuis des années, une noria incessante de camions venus d'Iran traverse les montagnes du sud de l'Arménie. Pétrole, produits de consommation, armes, contournent le blocus et assurent la survie de l'Arménie. Une route vitale pour les Arméniens, une question de vie ou de mort, une route qu'Aliyev, sûr de sa force, s'est promis de couper. C'est une autre route que Aliyev veut imposer pour relier l'Azerbaïdjan à la Turquie. Plus qu'une route, un corridor sous contrôle azéri. Le corridor du Zangezur permettrait à Aliyev et Erdogan de réunir les peuples turcs d'Ankara aux portes de la Chine. Le grand rêve pan-turc. Un projet qui inquiète et provoque la colère des mollahs. Pour l'Iran, pays paria et isolé, cette porte d'entrée sur l'Arménie est le seul axe qui lui permette de communiquer avec la Russie, la Méditerranée, voire l'Occident. S'il doit y avoir une route à l'intérieur de l'Arménie, soit du nord au sud, soit de l'est à l'ouest, soit de l'ouest à l'est, elle doit relever de la souveraineté territoriale et nationale de l'Arménie. Et nous nous opposons à tout ce qui va à l'encontre de cela. C'est notre ligne rouge. Notre ligne rouge, c'est lorsqu'un itinéraire affecte ou endommage les frontières internationales ou a un impact sur la géopolitique de la région. Un langage diplomatique d'une politesse toute persane pour dire que l'Iran n'acceptera jamais une route qui coupe sa frontière. Il y a derrière cette histoire de corridor des enjeux mondiaux. C'est là où passent les futures routes de la soie. Et on le voit très bien que cette guerre, en fait, cette conflictualité, ça s'inscrit dans le scénario d'une guerre mondiale, en tout cas une conflictualité nouvelle, non pas pour le contrôle de territoire, mais pour le contrôle de voies de communication stratégique et le contrôle des ressources naturelles. Dans ce carrefour du Caucase, les routes sont stratégiques et elles sont à conquérir ou à défendre. Pour une Arménie qui a perdu la guerre et n'arrive pas à gagner la paix avec l'Azerbaïdjan, il est vital de repenser sa défense. Les Russes ont trahi, l'Amérique joue la carte turque, l'Europe le gaz de Bakou. Reste peu d'amis, peu de partenaires. Une grande première derrière l'ex-rideau de fer. Un ministre français de la Défense est à Yerevan. Mission : concrétiser un projet de coopération militaire. L'objectif est modeste, quelques livraisons d'armes et un peu de formation. Mais le symbole est fort.
On a l'impression que le président Aliyev avance tant qu'il le peut, tant qu'il ne sent pas qu'on l'arrête. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait une coopération militaire française avec l'Arménie, parce qu'il faut dissuader une agression supplémentaire. Agression, guerre, tremblement de terre, génocide, l'histoire tragique d'une Arménie, d'un pays d'à peine 3 millions d'habitants que l'on aime plaindre à défaut d'aider. Ce matin du 24 avril au mémorial, Nicole Pachinian, le Premier ministre, vient honorer les victimes du génocide de 1915. Il est accompagné des ambassadeurs de Russie, d'Iran, de France, des USA. Un ballet parfaitement chorégraphié et interprété chaque année. Peut-être que l'un d'eux a eu une pensée pour le Karabakh, cette petite république des montagnes autoproclamée, que personne n'a jamais reconnue et qui n'existe plus. Peut-être se sent-il coupable. Le génocide arménien est l'élément déterminant de l'identité arménienne et le fondement de la souveraineté arménienne. Cependant, il y a un aspect positif qui est souvent sous-estimé. Nous avons survécu. Le génocide arménien par la Turquie a échoué et nous devrions être fiers de notre survie. Au cœur du grand jeu que se disputent Russie, Turquie, Iran et Occident pour le contrôle des routes énergétiques, des routes économiques et des routes politiques, l'Arménie lutte pour sa survie. Les vents fous de l'histoire n'ont jamais cessé de souffler. Mais au pied de l'Ararat, il y aura toujours un Arménien pour dire « Nous sommes nos montagnes ».